Merci. Bon, bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être avec vous pour ce rendez-vous Paris Math 2022. Le programme qui nous attend est très riche. Comme l'a dit Régis, nous allons aborder durant ces 2 journées tous les grands enjeux de vos professions. Et ce sera à travers des témoignages, des tables rondes et parfois des présentations un peu plus formelles. Je peux vous dire que ce sera passionnant. Alors tout de suite et en quelque sorte pour poser le décor, je suis très heureuse d'accueillir Monsieur Frédéric Moncani de Saint-Aignan qui va nous parler des évolutions et défis du monde maritime. Bonjour monsieur, on peut peut-être se mettre là tous les deux, non? On est bien. Ouais, on est bien là. Voilà. Alors, je crois que tout le monde vous connaît ici. Enfin, je rappelle que vous êtes depuis 2014 président du cluster maritime français. Vous êtes un spécialiste du monde maritime et portuaire. Vous êtes pilote maritime. Vous avez été pilote de la Seine rattaché au port de Rouen. Et vous êtes aussi aujourd'hui président de l'École nationale supérieure maritime et président de l'association France Cyber Maritime, dont nous reparlerons en cours de matinée. Alors, pour commencer, peut-être un mot sur le cluster maritime français. Oui, alors bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup de m'avoir convié. Merci Régis, merci Pascal. Donc c'est toujours un grand plaisir et surtout un plaisir renouvelé puisqu'il y avait quand même plusieurs années que nous nous étions retrouvés. Donc le cluster maritime français, je vais juste faire peut-être un focus d'actualité puisque beaucoup ici dans la salle connaissent le cluster maritime français. Donc le cluster maritime français, c'est une association qui a été créée en 2006 et qui regroupe aujourd'hui plus de 470 membres qui sont, je dirais, la très grande majorité de ce que compte l'économie maritime, en passant par les armateurs, les chantiers de construction navale, la pêche, la plaisance, mais aussi les services, et les services, bien sûr, dans les services, il y a l'assurance, il y a le service assurantiel, et c'est pour ça que je suis content d'avoir d'ailleurs salué quelques membres qui sont membres du cluster maritime français dans cette salle. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de porter la voix du maritime au plus haut, porter la voix du maritime de manière institutionnelle, c'est-à-dire de faire savoir à nos institutions le poids, l'importance, les forces, les faiblesses de cette économie maritime, de cette économie bleue, qui est... moi j'en suis convaincu, mais je sais que vous aussi vous en êtes convaincus, l'un des leviers de croissance et de développement durable et soutenable de nos économies modernes. Et je crois que depuis maintenant plus de 5 ans, le travail paye, puisque aujourd'hui nous avons quand même une reconnaissance institutionnelle de l'importance du poids de la mer, de l'économie maritime. Il y a des conférences, des colloques aujourd'hui. Et vous voyez, il y a ici ce matin, cet après-midi, je suis à Euromaritime, et puis mercredi à Lisbonne pour le sommet sur les océans. Donc vous voyez tout ce poids institutionnel qui est en train de s'organiser, de se mettre en marche, puisque le 21e siècle sera maritime, mais c'est pas à vous que je vais l'apprendre. Voilà. Donc ce que je voulais dire en 3 mots sur l'économie, sur le cluster maritime français. Alors, selon vous, quelles sont les grandes évolutions? Ce que vous allez présenter là ces prochains jours, c'est quoi les grandes évolutions aujourd'hui du monde maritime? Alors, les grandes évolutions du monde maritime, c'est un peu les évolutions d'ailleurs que Régis a présentées à l'instant. Il y a d'abord évidemment l'évolution majeure qui est la transition environnementale de l'économie maritime au sens le plus large. Il y a la décarbonation des flottes, bien sûr, mais il y a aussi la protection de la biodiversité, mais il y a aussi, bien sûr, comment restaurer les environnements marins. Donc ça, c'est vraiment la transition environnementale qui est le driver, je dirais, de l'économie maritime aujourd'hui. Il n'y aura pas de développement de l'économie maritime, quelles qu'en soient les activités, et on pourrait rentrer dans le détail, je crois qu'on n'a pas le temps, s'il n'y a pas cette transition environnementale. Celle-ci se nourrit de la transition numérique. Donc la transition numérique, c'est évidemment la digitalisation, la meilleure connaissance, le data, etc. Mais cette transition numérique aussi, elle induit la question de la cybersécurité et de la cybersécurité maritime plus particulièrement. Et c'est aussi pour ça que nous avons créé, à l'instigation de l'ANSSI, l'Agence nationale des systèmes informatiques, et du secrétariat général de la mer, l'association France Cyber Maritime, qui a maintenant 1 an. Je salue le directeur général Xavier Rebourg, qui est dans la salle, qui vous parlera tout à l'heure. Et donc là aussi, notre but, c'est de fédérer l'écosystème maritime autour de cette cybersécurité, et vos professions ont beaucoup à y voir.
Et en fédérant, pourquoi? C'est bien sûr pour protéger, défendre, mais aussi promouvoir l'industrie et les produits français pour la cybermaritime, pour la cybersécurité maritime. Et puis, donc le troisième défi, qui finalement est raccordé aux deux, là encore, tout se tient, c'est la formation. C'est la formation et c'est l'attractivité des métiers et c'est le recrutement. Donc nos métiers, nos professions ont beaucoup de mal à recruter. Quasiment tous les jours, je rencontre des chefs d'entreprise qui sont en tension. Donc il faut retrouver l'attractivité du métier du maritime au sens large, et vos professions en sont aussi. Et puis aussi après c'est la formation, parce que la formation sur la transition environnementale, la formation sur la transition numérique, c'est important. On imagine bien que si on arrive à trouver des systèmes, et bien évidemment on y travaille, pour décarboner l'industrie maritime, il faut que les gens qui vont l'employer, qui vont l'utiliser, sachent l'optimiser. Et ça serait vraiment, je dirais, l'autre jour je discutais avec le patron des chantiers de l'Atlantique, qui me disait qu'à peu près 30% du gain, je dirais, de réduction de gaz et de réduction d'impact environnemental vient d'une bonne utilisation des systèmes. Donc on mesure le poids de l'élément humain, et je crois que le poids de l'élément humain fait là aussi partie des défis qu'il faut que nous relevions dans les mois et années qui viennent. Sur les grandes évolutions, vous avez aussi évoqué un déplacement, peut-être des équilibres au niveau mondial. Alors est-ce que ça, vous le sentez depuis longtemps? Est-ce qu'on va voir dans l'industrie un équilibre différent? Je crois que, et ça a été dit tout à l'heure, la crise Covid et maintenant la guerre en Ukraine sont en train de modifier ce que l'on considérait comme irréversible. Le déplacement de l'économie mondiale vers l'Asie, c'est une évidence, je ne vais pas y revenir. D'ailleurs, ça sera des sujets, par exemple, dans le renouvellement de la flotte. La plupart des chantiers sont en Asie. Et donc, à quel rythme pourra-t-on renouveler les flottes dans le contexte de transition environnementale, puisqu'il va falloir construire de nouveaux navires, transformer des navires, etc. Donc, il y a cela. Après, la crise Covid nous a montré notre faiblesse de la chaîne logistique et de la chaîne de production. Et donc, on le voit, mais peut-être de manière encore trop timide, mais il est évident qu'il va falloir retrouver de la souveraineté, alors je ne parle pas forcément de la souveraineté nationale, mais de la souveraineté européenne, sur les productions, un certain nombre de produits, mais aussi sur la maîtrise des flux. Et donc, aujourd'hui, je pense que nous vivons et nous allons vivre tous ensemble, et il faut qu'on y travaille tous ensemble, un déplacement des centres de décision qu'il faut absolument garder chez nous. Et c'est pour ça que la souveraineté est vraiment un des sujets majeurs chez nous actuellement. Et la souveraineté, ça passe par la formation aussi. Très concrètement, ce que j'allais vous demander, comment est-ce qu'on garde les centres de décision en Europe? Comment est-ce que chacun de nous peut agir? Alors, il y a plein de choses à faire, et si c'était simple, ça le saurait, et donc je ne vais peut-être pas donner des recettes très simples. Moi, je plaide depuis maintenant pas mal d'années, et je crois que Parimat en est une illustration, c'est de faire savoir qu'on sait faire. Et il faut le faire savoir. Et voilà, je crois qu'il faut vraiment qu'on ait cette conscience de solidarité, moi je l'appelle de la solidarité économique. C'est-à-dire que quand on est un acteur français ou européen dans un certain domaine, quel qu'il soit, eh bien, il faut toujours regarder l'offre française ou européenne dans quelque domaine que ce soit. Pour être très concret, si je suis chargeur français, ça serait bien que je regarde si les ports français peuvent m'accueillir, si des compagnies françaises peuvent m'accueillir, si des opérateurs ports français peuvent m'accueillir, et si des assureurs nationaux ou des courtiers assureurs nationaux peuvent m'accueillir. Et Parismat, c'était ça l'idée à l'origine, c'était vraiment de montrer que la France aussi savait faire tout le monde de l'assurance transport. On a évoqué les grandes évolutions du monde maritime. Si on regarde plus spécifiquement, même si vous avez déjà dit un mot sur les risques, quels sont les grands risques aujourd'hui? Alors, les grands risques, au-delà des risques, je dirais, historiques que l'on connaît, aujourd'hui, c'est quoi les nouveaux sujets? Les nouveaux sujets, c'est évidemment la disruption dans la chaîne d'approvisionnement. Et on l'a vécu avec le Covid, on l'a vécu de manière assez mineure, mais pourtant très significative avec l'incident du canal de Suez et de l'Ever Given. Et puis là, on le vit pleinement avec la crise en Ukraine.
les matières premières, l'énergie, les ports qui sont bloqués. Enfin, je parlais avec certains d'entre vous encore récemment, toute la question du blé et de la sortie du blé en mer Noire, etc., qui est absolument un enjeu majeur, un enjeu militaire aussi. Hein. Je crois que le commandant Briand vous en parlera tout à l'heure. Hein. Donc ça, c'est vraiment le risque majeur, c'est le dérèglement de la chaîne logistique. Juste un point, quand on analyse ce dérèglement, ça relève du grain de sable ou ça relève maintenant d'autres choses? Parce que vous avez évoqué, par exemple, l'Ever Given, on avait dit, oui, c'est le grain de sable qui bloque tout. Est-ce qu'on n'a pas un peu changé de dimension? Ah bah clairement. Enfin, je veux dire, ce dérèglement dont on nous a dit après la crise Covid, allez, 1 an ou 2, puis ça va se rétablir. Bon, manque de chance, ça risque pas de se rétablir au bout d'1 an ou 2. Donc, et là encore, je reprends ce terme de souveraineté, de maîtrise des flux. Si nous maîtrisons nos flux, ou du moins le moyen de les transporter, nous réduirons sans éliminer tout ce dérèglement de la chaîne logistique. Donc voilà, ça c'est sans doute le risque. Et après, il y a un risque majeur. Ça a été dit, on n'ose même pas le dire. Voilà, il y a une guerre à nos portes, il y a une guerre en Europe. Quelles vont en être les conséquences à court terme, à moyen terme, à long terme? Quel va en être surtout le développement? Personne ne sait exactement, on est rentré dans un nouveau monde quand même. Les recrutements et les pénuries d'hommes, c'est important? C'est majeur. Je crois qu'on peut se poser une question, je livre comme ça la réflexion. Est-ce que nous n'avons pas changé là aussi de périmètre? Est-ce que nous ne sommes pas passés finalement dans une zone de plein emploi parce que on se rappelle tous, dans les décennies qui viennent de s'écouler, le mot chômage était sans arrêt sur les lèvres des gens. Aujourd'hui, encore une fois, je le répète, je le disais tout à l'heure, moi je connais très peu de secteurs de l'économie maritime où il n'y ait pas de tension sur l'emploi et de tension sur l'emploi et la formation. Donc ça veut dire que les ressources, elles sont peut-être plus tout à fait là. Donc il faut là encore regarder ça différemment. Ça joue au niveau des officiers ou à tous les niveaux? Alors, quand on parle des officiers, on parle du transport maritime. Moi j'avais une vision plus large, une expression plus large, c'était tous les métiers, de la construction navale, en passant par la pêche, en passant par... là aussi, le transport maritime et les écoles. Alors là, je peux prendre ma casquette de président de l'École nationale supérieure maritime et faire un constat. Le premier constat, c'est que pendant des années, nos amis armateurs essayaient de recruter, n'avaient pas un besoin de recrutement très fort. Aujourd'hui, ça a complètement basculé. Aujourd'hui, les armateurs nous réclament des officiers, et j'avais encore une preuve fin de semaine dernière d'un armement qui me disait mais si j'ai pas d'officiers, je peux plus envoyer mes officiers en congé, ou 2, je vais employer des officiers étrangers parce que j'ai plus moyen d'employer des officiers français. Donc on a vraiment changé de paradigme là-dessus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut que l'École nationale supérieure maritime, l'école de formation des officiers de la marine marchande, s'adapte. Mais pour adapter une école, c'est pas aussi simple que ça. Il faut un vivier de recrutement pour recruter des élèves. Il faut des salles de cours, des chaises, des ordinateurs, etc. Ça s'achète, puis ça se construit, puis c'est cher, et puis ça prend du temps. Et puis il faut des professeurs. Or, il se trouve que dans l'enseignement maritime, si on fait cette focus-là, les professeurs, pour beaucoup, doivent, de manière, je dirais, par convention internationale, être des navigants ou d'anciens navigants. Or, on n'a pas assez de navigants. Donc, vous voyez qu'on est quand même dans un cercle un peu complexe à briser. Et avec cela, on a une mission qui nous a été faite par le président de la République lors du Fontenoy du Maritime en septembre 2021, qui est de doubler les effectifs en production, les effectifs en sortie de l'école de la marine marchande. Donc,
j'ai pas la solution aujourd'hui. On est en train d'y travailler tous, en train de regarder à changer un peu la manière de donner les cours, c'est-à-dire plus en amphi pour pouvoir avoir plus d'élèves en même temps et sans recruter trop de profs. On est en train de trouver les investissements nécessaires, mais ça va prendre du temps pour construire d'autres bâtiments, notamment à Saint-Malo et à Nantes. Et puis, on a ouvert, je dirais, le vivier en mettant l'école sur Parcoursup, ce qu'elle n'était pas. Alors, il n'y a pas que des succès, mais ça s'améliore. Et donc voilà. Mais en tout cas, aujourd'hui, le taux d'employabilité à la sortie de l'ENSM est de plus de 100%. Enfin, je veux dire, les compagnies maritimes, là aussi, se disputent les officiers en sortie. Voilà. Si vous aviez un ou deux vœux à formuler, on a 2 jours de débat devant nous, quels sont les souhaits que vous auriez, que vous voulez nous donner à mûrir? Évidemment, ça c'est jamais très facile. Mais je crois que le vœu peut-être, alors, allez, je vais dire 2 vœux. Le premier vœu, je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment que nous prenions conscience, tous ensemble, que, la transition environnementale est la voie vers laquelle nous allons pouvoir garder une certaine avance, en européen, et en tout cas la voie c'est le driver de notre économie maritime du XXIe siècle, et ça va avec son cortège de formation, de cybersécurité, etc. Et puis 2, je ne sais pas si c'est un vœu ou une parole qui me frappe beaucoup, quand j'étais beaucoup plus jeune, on l'utilisait pas mal, et puis je crois qu'on l'a un peu oublié. Je vais peut-être terminer là-dessus. C'est une phrase latine que tout le monde connaît qui s'appelle civis pacem parabellum. Voilà, je crois qu'il faut bien avoir ça en tête et qu'on aura peut-être besoin d'y repenser de temps à autre. Et ça s'applique même en dehors de la réflexion guerrière. Parce que quand vous parliez recrutement des officiers et tout, on peut aussi avoir cette vision un peu stratégique. Ça s'applique à tous les domaines de l'économie que je connais, c'est-à-dire l'économie maritime, en dehors de la réflexion de la marine, qui est extrêmement importante. Mais voilà, il y a la réflexion stratégique sur étant capable d'armer nos navires, étant capable de les fournir, étant capable de transporter nos marchandises. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci Frédéric Moncani de Saint-Aignan.